Le XIXe siècle fut un siècle de construction, celle d'une littérature possible, des lettres et des mots qui devaient se dire. Mais une littérature tant prisonnière de son temps qu'elle luttait pour s'en échapper. L'aléatoire du monde est figuré dans des pages écrites qui pouvaient se comprendre dans des récits, des histoires ou des romans. Mais relevons au-delà même de ces expressions un fait essentiel. L'homme déjà s'interrogeait face à ces réalités qui n'étaient pas réduisibles à ses pages, à son verbe ou à ses écrits. L'aléatoire de la vie, le hasard, était la fuite du monde scientifique, son désarroi, son impuissance par excellence. Or, c'était un siècle qui affichait presque une toute confiance en la science. Mais la vérité est peut-être plus nuancée. Il serait possible de nous brosser les grands traits de ce que l'homme du XIXe siècle comprenait comme le hasard. En fait, surtout dans l'homme du XIXe siècle comprenait comme un hasard, oui, alors j'avais déjà parlé du ciel et surtout Nietzsche qui parlait du ciel qui disait que Jésus avait tissé une toile d'araignée dans le ciel dans laquelle nous étions encore prises, la toile d'araignée, la culpabilité. Donc j'avais parlé du ciel, oui, qui effectivement est chargé de symbolisme pour les hommes du XIXe siècle, les penseurs du XIXe siècle. Mais surtout, alors pour ce qui est du roman, c'est une phrase de Barthes qui m'a donné beaucoup à réfléchir. Alors ce que dit Barthes, c'est il n'y a pas de hasard dans le roman bourgeois, toute bonne action est récompensée, toute mauvaise est punie. Et alors effectivement, c'est vrai, comme souvent dans le film d'horreur, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Scream, n'ayez pas de sexe, parce que le sexe dans les films d'horreur est puni de mort, de façon implicite. On ne le dit pas, mais tous ceux qui s'adonnent au plaisir charnel sont punis de mort dans les films d'horreur. Donc il y a cette espèce de plénitude du sens, de la faute. Une faute n'est jamais gratuite. Il y a toujours un retour. Donc alors c'est cette phrase de Barthes, il n'y a pas de hasard dans le roman bourgeois, chaque action est rétribuée d'un retour. Et alors il y a un roman pour lequel ça vaut pas, c'est l'éducation sentimentale de Flaubert, voire même pour plusieurs œuvres de Flaubert, où c'est du hasard pur. C'est-à-dire qu'il y a des échecs, il y a des réussites, il n'y a pas vraiment cette espèce de plénitude du sens, de justification implicite du bien et du mal. Chez Zola, par contre, il y a cette axiologie-là, ce système de valeurs-là. C'est-à-dire que, quelque part, il n'y a pas de hasard chez Zola, moi sur le plan moral, ni sur le plan scientifique. Et c'est ce que Zola, finalement, a cherché Zola a utilisé cette ficelle du roman populaire avec un fondement scientifique. C'est-à-dire que si pour lui il n'y a pas de hasard, c'est parce qu'il y a une hérédité derrière. Au début, c'est donc cette phrase de Barthes qui m'a donné à penser le hasard. Alors après, effectivement, je travaille aussi, je vais reparler de Flaubert, le problème de la syntaxe et de la mort de Dieu. C'est-à-dire que il y a chez Flaubert, pour qui il y a du hasard, et chez Zola, il y a une syntaxe très différente. Quelque part, Dieu est encore présent chez Zola. Il est affirmé en même temps que nié. Zola affirme la science, il affirme de Dieu en même temps. Et ça se sent dans son écriture et dans sa stylistique. Il y a beaucoup plus de cohésion entre un sujet et un verbe chez Zola que dans une phrase de Flaubert où il y a une dislocation de la syntaxe, c'est ce que Flaubert, ce qu'en littérature on appelle la syndète. Et donc je suis en train en ce moment de voir si
si cette mort de Dieu n'est pas implicite, aussi présent dans le changement stylistique, dans les grands changements stylistiques du 19e siècle. Et je travaille notamment avec un logiciel que m'a fourni Anne Bandry, qui s'appelle Hyperbase, pour travailler sur des différences fines, parce qu'il faut travailler sur des très gros corpus et faire beaucoup de distinction. Évidemment, c'est une virgule peut vouloir dire le contraire d'une phrase à l'autre. Tu dirais qu'il y avait une influence de l'approche scientifique qui accaparait presque tous les esprits au cours du 19e siècle. Est-ce que tu dirais que cette approche aurait produit ce détachement du hasard de l'horizon de la moralité et de l'horizon d'une vision subjective totale du monde, c'est-à-dire une totalité subjective du monde? Est-ce que tu fais un lien entre ce mouvement séculaire, c'est-à-dire ce mouvement vers une approche qui se dit de plus en plus scientifique, c'est-à-dire entre guillemets objective du monde, qui se fait à ce moment-ci au détriment de la part du sujet et de sa conception du monde? Maurice Blanchot qui disait de Sade qu'il était d'un athéisme passionné, parce que c'est vrai que finalement Sade a besoin de convoquer Dieu pour mieux le nier, c'est-à-dire que la haine de Sade ne pourrait pas s'affirmer s'il ne faisait pas exister son pire ennemi, Dieu en fait. Alors on a l'impression que c'est un peu la même chose qui se passe chez Zola, avec cette différence qu'il y a une volonté de dépassement, pas seulement de négation, mais que ça amorce un dépassement, c'est-à-dire que culturellement il y a cette volonté de dépasser tout en restant pris en fait quoi. Cette façon de porter le regard, de chercher au-delà, tout en le trouvant difficilement en fait quoi. Il y a cette affirmation et cette négation de Dieu en même temps. Pour ce qui est du retour à la subjectivité, alors la subjectivité, oui, c'est très important. Alors on qualifie le style de Flaubert de réalisme subjectif, et c'est vrai que Flaubert est le premier à avoir trouvé cette scène de la plénitude du sens et de la vision qui est l'héritage classique. Flaubert, pour la première fois, un personnage ne voit pas, sans que cela ait une incidence pour l'intrigue, tout simplement un personnage ne voit pas. C'est-à-dire que dans le champ perceptif, il y a un trou qui n'est pas remplacé par un ordinateur omniscient, ne dit pas ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il ne voit pas, ça fait un trou. Cette espèce d'affirmation du subjectivisme par ses insuffisances. Les insuffisances du subjectivisme signifient avant tout la mort de l'écrivain comme être omniscient, omnipotent, comme totalité et comme Dieu. Et quelque part, ce que Flaubert a fait, c'est aussi une façon de collaborer à la mort de Dieu, en créant ce réalisme subjectif et en affirmant l'insuffisance de la subjectivité, et donc en se départissant de l'auteur omniscient. Tu voulais dire par le fait qu'un personnage ne voit pas dans un roman, et notamment dans le roman de Flaubert. Pour la première fois, un personnage de Flaubert voit une personne de dos, et la personne est décrite de dos, et telle que la voit le personnage, et non pas tel que le ferait un narrateur omniscient qui dirait il vit de dos, et puis la personne se retourna. Non, chez Flaubert, la personne voit de dos, et seulement de dos. Elle est vue seulement de dos, et pas seulement de dos. C'est-à-dire qu'il y a, on pourrait dire, un trou dans l'être. Zola recourt souvent, c'est souvent la technique du narrateur omniscient, c'est-à-dire que ce que le personnage ne voit pas, Zola va faire en sorte que quelqu'un d'autre le voit. Mais quand chez Flaubert un personnage ne voit pas, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui lui est caché et qu'on saura plus tard dans l'intrigue, c'est qu'il y a véritablement une insuffisance subjective. Le narrateur omniscient ne supplée plus aux insuffisances subjectives, donc la subjectivité est affirmée. Est-ce que ce jeu entre la part du subjectif à l'intérieur du roman et cette part du subjectif qui s'efface, est-ce que ce jeu trahit quelque chose qui était de l'ère du temps, c'est-à-dire au niveau de l'approche de l'existence, si on peut utiliser ce terme, de la vérité, encore entre guillemets, qui préoccupait les esprits justement au tournant du 19e siècle et abordant le 20e siècle. Est-ce que ce jeu entre un subjectif qui s'affirme dans le roman et un autre qui s'efface, est-ce que ce jeu trahit une certaine hésitation de l'époque? C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop que faire du sujet, alors que d'une part on était poussé par un besoin de découvrir le monde par des méthodes scientifiques, c'est-à-dire par un besoin épistémologique
possible que sous une version scientifique du monde, et alors que d'autre part on sentait quand même que cette méthode, ce procédé, cette méthode épistémologique ne pouvait pas promettre davantage chez Flaubert Oui, et chez Zola. Chez Zola, oui, je pense qu'il y a quelque chose comme un problème du sujet. Alors, bon, surtout chez Flaubert, parce que chez Zola finalement, alors c'est Bourdieu qui disait que Flaubert avait suffisamment d'argent pour savoir mépriser aussi la science des temps modernes, avoir suffisamment de distance. Flaubert était rentier. Chez Zola, par contre, le jeu est une interrogation, mais c'est une interrogation qui trouve une réponse dans le positivisme. C'est-à-dire que le positivisme s'affirmait comme ce qui remplissait par ses postulats tous les horizons que du problème de la subjectivité. Et il y avait, sur ce qu'on peut démontrer maintenant, la science le fera plus tard. C'est-à-dire que de la science que Zola étudiait est un homme qui était plein malgré toutes ses défaillances, les capacités cérébrales, les capacités sensitives, les capacités digestives. Et ça formait un système plein, sans faille. Mais c'était déjà une interrogation, je pense, sur le sujet. Et quelque part, on pourrait dire presque que l'optimiste positiviste remplissait déjà, cherchait à remplir la vacuité qui se dégageait, la vacuité, la question des fondements. On peut dire que Brentano s'est inscrit, selon Heidegger, qui disait que Brentano s'était inscrit contre le positivisme. Et effectivement, c'est pas très étonnant finalement que parmi les questions trop vite résolues du positivisme, on ait vu Brentano s'affirmer un peu plus tard. C'est à la fin du 19e siècle. La déconstruction derridéenne, c'est-à-dire celle que va mettre en avant Derrida, permettrait non seulement d'avoir un meilleur accès à l'œuvre en tant que telle, mais est-ce que en même temps qu'il ne déconstruise l'œuvre, ne déconstruit-il pas aussi l'auteur et le sens possible même de toute œuvre, de tout auteur, de tout discours? Est-ce que tu vois le travail ou la réflexion de Derrida comme une grande percée dans la compréhension même de ce que nous faisons en faisant de la littérature? Ce que je veux dire par là, ça, probablement, on n'aurait pas vu la mission ou l'intérêt de la littérature dans ce sens. Derrida pose radicalement presque une impossibilité même de la littérature, du fait de la violence qui nous sépare avec nous en tant que nous-mêmes et le texte, le dire, la phonie. Je pense que, comme tu disais, enfin, il y a quelque chose comme de la déconstruction chez Zola, ne serait-ce que par l'emploi du discours indirect libre qu'il a commencé, c'est-à-dire que dans l'Assommoir, il rapporte plus directement les pensées il rapporte plus comment Gervaise pense, il écrit directement les pensées de Gervaise. Et alors c'est Mallarmé qui disait c'est une admirable tentative de linguistique. Et effectivement, il y a quelque chose comme de la déconstruction et comme la littérature qui s'interroge sur son impossibilité. Même le roman expérimental de Zola devait être une autre littérature. Bon, après, il était suffisamment ambitieux et il avait suffisamment, conscience des limites de sa théorie, quoi. Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose comme la déconstruction et penser une impossibilité de la littérature. Même le roman expérimental est une mise en question du roman traditionnel et donc le roman expérimental qui était le roman tel que Zola le concevait, ce modèle théorique, et s'inscrivait vis-à-vis du romantisme, que le romantisme était bien souvent déiste
Et donc il y avait toute une remise en question qui était très très intéressante. Et oui, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose comme la déconstruction et un mouvement où qui deviendra une certaine déchéance de la littérature. Comment tu vois la littérature du futur? Il y a un certain retour finalement au style traditionnel. Je crois que surtout finalement il y a quelque chose qui s'est fait comme un style hérité du nouveau roman de Genet, de Céline aussi peut-être, enfin, quelque chose comme une écriture, un style véritablement 20e siècle, notamment je trouve chez Michon. Je trouve que Michon a un style admirable. Ce que c'est que le nouveau roman, alors c'est la formule n'est pas de moi, c'est Ricardo qui disait que l'ancien roman était l'écriture d'une aventure, tandis que le nouveau roman est l'aventure d'une écriture. C'est-à-dire que finalement c'est le texte qui devient un enjeu. C'est plus le texte qui véhicule un contenu, qui finalement devient la propriété, enfin qui devient le moyen de véhiculer une histoire qui est plus ou moins indifférente. On cherche à bien écrire, on cherche à imiter les anciens, mais il n'y a pas vraiment, on copie ou on innove souvent on fait un peu des deux, quoi. Mais on met pas véritablement la question le fait d'écrire lui-même, ou très très peu. Tandis que effectivement c'est Deleuze qui parle de ces œuvres ratés, où c'est le matériel qui est travaillé et qui ne véhicule plus la signification. Et je pense que ouais, effectivement comme disait Deleuze, c'est une littérature ratée. C'est-à-dire que le nouveau roman est fondamentalement raté. Il a perdu Dieu, il a perdu le roman omniscient, le narrateur omniscient. C'est le texte qui est travaillé et plus le sujet. Voilà, je pourrais définir ça comme ça. Tu me parlais de quelques écritures de toi-même, quelques romans que tu avais rédigés il y a quelque temps. Tu peux nous en parler? Ouais. Alors, on va terminer par ça. Alors, moi, je m'interroge. Mon modèle, c'est bon, les fictions de Borges. Pour moi, c'est ce que je préfère dans la littérature parce que ça mérite d'être intelligent, intéressant et bien écrit. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer les bords de la fiction. Justement, le rôle de Dieu, la question de Dieu dans le roman, qu'est-ce qu'il est? Alors il y a Dieu dans le roman, et ça c'est un personnage qu'on retrouve souvent, et le psychanalyste ou le psychologue. Parce que le psychologue, alors Dieu dans le roman, il peut un peu tout faire. Hein, et le psychologue, c'est celui qui cautionne le fait que mon personnage ne délire pas. C'est-à-dire que donc c'est encore une fois une interrogation sur les bords de la fiction. C'est notamment par le psychologue qui cautionne le fait que le délire fictionnel, enfin la fiction n'en est pas une, et Dieu qui pose problème et qui permet beaucoup de choses, qui est une source d'ouverture finalement dans le roman, quoi. Alors moi je suis surtout intéressé parce que ce que permet la situation d'énonciation, les formes du discours, c'est surtout ça, enfin du discours littéraire, c'est surtout ça que je joue, quoi. Et donc toi tu parlais de Derrida et de Sartre. Alors il y a une nouvelle que je vais sans doute envoyer au portique de la philosophie mauricienne qui s'appelle Sang d'encre, donc qui est peut-être un peu longue, mais si on a lu Glas de Derrida et qu'on est attentif aux sonorités, est une question intéressante justement sur la problématique du sujet. Bon, c'est une question à laquelle je ne vais pas apporter de réponse, c'est juste une mise en perspective. Mais j'oppose Derrida et Sartre quand ils parlent. Ils parlaient tous les deux de Gérard Genet, dont j'ai fait une imitation sérieuse, c'est-à-dire que j'ai repris le style de Genet. Et je renvoie à deux grands philosophes, je fais référence à deux grands philosophes qui ont commenté Genet, qui sont Jean-Paul Sartre et Jacques Derrida. Et j'en fais, une certaine mise en abîme. Sachant que mise en abîme d'un sujet en fait, quoi, sachant que c'est un sujet vide. Alors on se demande un peu quoi, c'est mettre en abîme un sujet vide, il reste pas grand chose, quoi, il reste peut-être l'écriture.